Bonjour à tous, vous êtes nombreux étudiants en droit à vouloir intégrer des grands cabinets d'avocats pour une collaboration ou pour un stage, mais malheureusement la concurrence est de plus en plus rude et la préparation à ces entretiens et à ce processus de sélection est très importante. Nous sommes allés rencontrer donc un responsable du recrutement dans un grand cabinet d'avocats, qui est aussi le managing partner de ce cabinet, et un jeune professionnel qui a fait beaucoup de stages dans les grands cabinets d'avocats. Ils répondent à toutes vos interrogations sur le déroulé du recrutement, sur la façon dont ça se passe et dont les candidats peuvent se mettre en valeur durant ces entretiens. Alors bon visionnage, bon courage à tout le monde pour les entretiens et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir plein d'autres vidéos. Non, non, vous savez, nous, on est sujet aux circonstances économiques du cabinet, et j'allais dire au dossier, au développement du cabinet. Donc il n'y a pas de date fatidique. Alors je sais que l'école de formation du barreau, elle, commence à un moment et à un autre en 2 sessions, mais nous sommes au fil du temps toujours à même de pouvoir trouver, chercher un collaborateur qui corresponde à nos besoins du moment. Alors j'ai candidaté pour juillet-décembre, je me suis pris presque 6 mois à l'avance. Généralement pour juillet-décembre c'est 6 mois à l'avance qu'il faut s'y prendre. Ensuite pour janvier, juin, c'est presque 1 an à l'avance pour les gros cabinets. Donc là il y a une grosse concurrence puisqu'en fait on est également en concurrence avec les stagiaires EFB, etc. C'est la période la plus demandée. Donc généralement ce sont des stages finaux qui ensuite donnent accès à des potentiels collabs. Donc c'est des stages vraiment très importants. Donc ceux-là, surtout pour les gros cabinets, le process de recrutement est 1 an et demi parfois pour les cabinets très demandés, pas forcément les plus gros mais très demandés à l'avance. Et après ensuite, ça dépend encore en fonction du domaine dans lequel on est. En arbitrage, il y a énormément de compétition. Je pense qu'il faut prendre son temps et surtout bien analyser, j'y reviens, de la part du collaborateur, son souhait. Est-ce que je veux aller dans un cabinet anglo-saxon? Est-ce que je veux aller dans un cabinet français? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que je veux aller dans un cabinet structuré ou un cabinet de petite taille, ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais c'est un choix. Si vous n'avez jamais travaillé en groupe, ne vous présentez pas dans un cabinet structuré. Si votre souhait est de faire des expertises, de faire beaucoup de judiciaire, choisissez le cabinet en conséquence. Trop souvent, je vois des collaborateurs qui, parce qu'ils ont obtenu un rendez-vous, viennent pour tenter le coup. C'est bien, c'est sympathique, parce que la démarche est spontanée, mais ce n'est pas toujours très efficace. Généralement, les candidatures se font par mail, donc on attend. On reçoit ensuite un coup de fil pour nous indiquer qu'on a été sélectionné. On peut avoir un premier entretien par Skype ou par téléphone, généralement avec la personne chargée du recrutement, des ressources humaines. Ensuite, on a un deuxième entretien avec généralement 2 collaborateurs, où là, ils vont nous demander un peu, ils vont nous présenter le cabinet, ils vont nous demander de nous présenter nous. Parfois, ils vont un peu tester les capacités en anglais, les connaissances en droit. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'entretien à pas louper, puisque ça peut ensuite déboucher sur un 3e entretien, qui peut être avec l'associé. Et là aussi, voilà, en fait, à chaque fois, c'est une présélection avant notre entretien. Et tous ces entretiens ne sont pas loupés, quoi. C'est vraiment le moment décisif et c'est là où tout joue. C'est dur de rattraper un entretien que tu aurais loupé. Je vois pas comment ça peut se passer. Enfin, même en envoyant un mail, etc., en expliquant pourquoi tu étais stressé, et donc du coup tu n'as pas su répondre à telle question. C'est compliqué puisqu'ils ont en face d'eux beaucoup de demandes. Donc ils vont pas s'arrêter, ils vont pas voilà, s'apitoyer sur ton sort, te dire bon on lui laisse une deuxième chance. Généralement ça marche pas comme ça. Si t'as pas fait le taf au bon moment, bah tant pis pour toi. Tout d'abord, ce qu'il faut éviter, c'est les envois de CV en nombre, de manière impersonnalisée. Ça, ce n'est pas possible. On le voit tout de suite. Quand nous recevons le mail et que l'on voit que ce mail a été forwardé
à des centaines d'avocats, on ne l'ouvre même pas. Et on le sent tout de suite. Il faut que le collaborateur se rende compte que ce n'est pas une bonne démarche. Il faut au contraire que nous ayons l'impression, et même plutôt même la certitude, qu'il a réfléchi à l'avance, qu'il connaît son parcours et qu'il connaît notre cabinet et qu'il va se présenter à lui parce que nous avons besoin, à nous parce que nous avons besoin de lui. Et ça, il faut que nous le sentions tout de suite, parce que sinon, il se passe une distance entre lui et nous qui est irrécupérable. Donc il faut tout de suite qu'il nous amène le plus proche de notre besoin. Donc je pense qu'il doit faire un effort préalable. Il faut qu'il étudie par les différents annuaires qui sont publiés, les différents cabinets, qu'il fasse son choix, qu'il détermine bien à la fois son désir, mais aussi ce qu'il est, parce que nous avons une catégorie d'embauche, évidemment. Donc s'il n'y répond pas, ce n'est pas la peine de perdre son temps. Alors certains vous diront je tente mon coup. Ce n'est pas suffisant. Par ailleurs, ce qu'il faut qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils n'ont pas obligatoirement une spécialité qui est économiquement vendable. Je vais y aller avec prudence parce que je sais que l'université a fait beaucoup d'efforts pour former à l'excellence certains étudiants dans des catégories précises. Seulement, c'est l'offre et la demande. On est sur un plan économique. Or, il y a de très nombreuses matières pour lesquelles, pour l'instant, et dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de besoin. Le besoin économique, c'est-à-dire que nous n'avons pas la clientèle. Le collaborateur, le candidat, a beaucoup de mal à comprendre cela. Je prends un exemple. La propriété intellectuelle est quelque chose de passionnant. Je sais que les étudiants y trouvent beaucoup d'intérêt à l'université. Cela ne répond pas non plus aujourd'hui à un besoin économique aussi grand qu'il y a de candidats. Donc il faut que leur choix soit économiquement adapté. Alors c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils le fassent nécessairement 3-4 ans avant et qu'ils essayent de jauger l'avenir pour se dire je sais que ce secteur va se développer, donc je vais m'y former à l'excellence et je serai candidat à l'embauche dans ce secteur. Mais il peut se tromper, l'université peut les avoir amenés, ou les écoles, les avoir amenés dans une formation qui n'est pas économiquement souhaitée, ou tout au moins suffisamment développée pour trouver l'embauche. Malheureusement, ce sont toujours dans le même secteur qu'il y a le plus de demandes insatisfaites. Je ne pense pas qu'il y ait de règles générales, puisqu'à chaque fois les CV sont différents l'un de l'autre. Je sais que moi, lors de mes recrutements, parfois j'ai des avocats qui me donnaient des conseils, mais faire attention à ça, mettre plutôt ça ou supprimer ça. Ensuite, après, ce qui est assez difficile, c'est que parfois les conseils se contredisent. Donc on ne sait pas vraiment lesquels prendre et lesquels rejeter. Mais en règle générale, c'est une présentation... c'est accrocher l'avocat en fait qui va nous recruter. C'est vraiment lui donner envie de nous rencontrer. Donc après, je sais sur un CV, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'il faut détailler au maximum les stages qu'on en a fait, toutes les tâches qui nous ont été confiées, tout ce qu'on a dû faire, etc. Ça, c'est très important puisque ça peut justement interpeller l'avocat et l'intéresser. Par exemple, si on a fait du droit africain ou voilà, si on était plus spécialisé en droit maritime, ça peut interpeller l'avocat. Et ensuite, ne pas hésiter à indiquer son niveau de langue, si on fait du sport, ses passions, sans trop non plus en mettre. Voilà. Et puis mettre aussi des trucs réels, c'est-à-dire éviter de ne pas mentir sur son CV, ne pas mettre qu'on fait du judo et qu'on est ceinture marron. Si en face on se retrouve avec un avocat qui lui aussi fait du judo et qui est ceinture marron et qui nous pose une question et à laquelle on ne sait pas répondre, ça peut nous mettre dans des positions assez embarrassantes. Donc voilà, faire attention vraiment à ce qu'on dit, être sûr de soi sur le CV,
parce que ce qui est sûr derrière, c'est qu'on sera interrogé sur chaque ligne. Pourquoi on a mis ça, pourquoi pas ça, etc. Pourquoi on a mis en avant ça et pas ça. Donc c'est vraiment... c'est à prendre au sérieux le CV. Peut-être plus que la lettre de motivation, qui, elle, sera lue assez rapidement. Alors, la photo en couleur, pas trop grande ni trop petite, une page, quitte à mettre des annexes. On oublie ce principe, mais nous avons l'habitude de travailler sur les dossiers. Donc si dans le CV, on sait qui il est, ce qu'il cherche, et qu'il y a des annexes, pour éventuellement s'y référencer sur des travaux qu'il a pu réaliser, c'est un point positif. Généralement, le CV doit tenir sur une page. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Alors après, je sais que pour certains collaborateurs, dans le temps, une fois qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience, le CV ne peut pas tenir sur une page. Mais la règle, pour moi, enfin, je pense que c'est une page à peu près. Après, c'est assez dur de tout mettre. Je pense qu'il faut mettre les éléments pertinents et en fonction du style du cabinet et du domaine qu'on cible. C'est surtout ça, en fait. Mettre les éléments qui vont attirer l'avocat, quitte ensuite à expliquer certains points qu'on n'aurait pas assez détaillés dans le CV. Il n'y a pas de tour de bête, hein. Ce n'est pas un système, ici même en tout cas, où on a des matinées entières de recrutement. Ce n'est pas le principe. Nous recrutons à l'opportunité du besoin comme l'opportunité de la candidature. Mais nous recevons aussi beaucoup de jeunes, d'abord pour leur expliquer ce que je vous dis, qu'un bon rendez-vous peut les aider. Si ce n'est pas chez nous, c'est ailleurs. Et souvent, malheureusement, et j'y reviens, on leur dit, écoutez, nous n'avons pas de besoin dans cette spécialité, il n'y en a pas beaucoup sur la place de Paris. Ouvrez votre champ de compétences. Préparez-vous peut-être à élargir votre recherche dans des domaines où il y a plus de demandes. Alors généralement l'entretien se passe à deux, donc deux à trois en tout, mais deux avocats collaborateurs viennent, ils présentent le cabinet, ensuite ils nous demandent de nous présenter. Il y a un échange derrière, ils nous questionnent sur le CV, parfois ils nous demandent sur une expérience précise, sur un point précis, si on peut développer le cas auquel on a été confronté. On nous demande également par exemple de raconter une affaire qui nous a tenu longtemps durant notre stage, la problématique, comment on a réussi à résoudre le problème, les moyens employés. Donc ils cherchent vraiment à étudier comment on travaille, comment ça s'est passé, puisque derrière ensuite on sera peut-être amené à travailler avec eux pendant 3 à 6 mois. Donc pour eux c'est aussi important. Ensuite parfois on est aussi interrogé souvent même sur l'anglais. Alors pas forcément le premier rendez-vous, mais on sera toujours interrogé sur l'anglais. Donc on nous demande soit de nous présenter par exemple en anglais, soit on nous pose une question de droit en anglais, ou on nous demande de raconter par exemple nos hobbies en anglais. Donc faut s'y préparer, ça se prépare à l'avance, et c'est mieux d'être préparé et que ça sorte fluide plutôt que de chercher ses mots. Mais après parfois on peut nous poser aussi des questions déstabilisantes pour voir comment on va réagir. Donc là, il faut vraiment garder son calme et réfléchir. Et voilà, ne pas être stressé, se dire que c'est un stage, on est prêt. Généralement, si on est prêt, on n'est pas stressé. Quand je le reçois, le contact se fait assez rapidement et mon opinion est vite faite. Mais je vais la partager avec mes associés. Donc je lui demande de rencontrer tout d'abord les 3 associés co-gérants, de manière à ce qu'il y ait au niveau de la gouvernance du cabinet un accord. Et ensuite, je le présente aux candidats, aux responsables du département, pour qu'ils me disent ce qu'il en pense. Et ensuite, dans certains cas, on le présente à l'ensemble des associés, ou tout au moins une partie des associés qui sont concernés et qui pourraient être amenés à travailler avec lui. On peut poser des questions, c'est toujours pertinent de poser des questions, savoir ce que l'on va faire exactement, avec qui on va travailler, dans quel domaine, est-ce qu'on sera
rattaché à d'autres départements ou est-ce qu'on va être vraiment fermé, hermétique. Savoir un peu comment se passent les relations entre, au niveau de la hiérarchie, s'il y a une hiérarchie marquée, ou si c'est plutôt comme dans les cabinets français où il y a une hiérarchie mais elle n'est pas vraiment marquée. Voilà, un peu le mode de fonctionnement du cabinet, c'est important de poser des questions dessus parce que ça montre qu'on est intéressé par le cabinet et qu'on a envie de ce stage, quoi. Qu'on n'a pas seulement postulé là parce qu'on a vu l'annonce et qu'on ne savait pas quoi faire durant les 6 prochains mois. J'ai eu une question en fait, sur laquelle j'étais pas préparé, et là c'est entièrement de ma faute. J'ai passé un entretien dans une grande entreprise française à La Défense. Et à la fin de l'entretien, qui s'était très bien passé, on m'a simplement demandé qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la société au niveau de l'actualité. Et là, je me suis retrouvé con parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps, sauf que là, j'ai pas préparé l'entretien, j'ai pas lu l'actualité sur l'entreprise en question, et du coup, j'ai pas su répondre en fait à la question. J'ai essayé de sortir une réponse, mais on voyait bien que j'étais pas du tout préparé et que je savais rien du tout. Et donc, ça l'a pas fait, je m'en suis bien rendu compte. Derrière, j'ai essayé de rattraper le coup en envoyant un mail, etc., de m'expliquer pourquoi, mais ça servait à rien, je le savais très bien. Et derrière, donc, on m'a appelé pour me dire que j'étais pas pris, et on m'a conseillé de me préparer à ce genre de questions. Enfin, de me dire, on m'a dit, bon bah voilà, on vous a pas pris parce que quelqu'un d'autre avait besoin du stage, vous c'était pas obligatoire, donc on vous a pas pris. Mais faites attention la prochaine fois, venez préparer parce que quelquefois, c'est pas quelquefois, cela traduit l'intérêt qu'on porte au stage. Et là, je me suis dit, bah oui, vous avez raison, j'étais con, donc voilà, c'est dommage de passer à côté d'opportunités à cause d'un manque de préparation. Je pense qu'il faut juste savoir où on va, connaître les principaux avocats pour qui on va peut-être être amené à travailler, connaître un peu l'actualité dans le domaine dans lequel on postule, connaître l'actualité du domaine dans le cabinet, être au courant de l'actualité en général en fait, ça s'arrête pas juste à l'actualité du cabinet, quoi. C'est l'actualité juridique, mais en général, voilà, je pense que c'est important et ça peut jouer sur la candidature. Le critère, c'est la compétence. L'université et les grandes écoles ont amené justement cette grande diversité qui nous permet de choisir le candidat ou la candidate en fonction vraiment de son expérience, de sa formation, ses doubles ou triples niveaux de formation, ce qui nous convient tout à fait. On regarde quand même le prestage. Nous avons également, et ça c'est une chose que je voudrais vous dire, c'est la réussite du prestage. Nous avons beaucoup de prestagiaires que nous engageons. Pendant ces nombreuses semaines où ils sont au cabinet, nous pouvons bien les observer. Nous voyons leur capacité à connaître et à se satisfaire à l'intérieur aux besoins du cabinet, cette capacité à lier avec tout le monde des relations de travail, être serviable et agréable. Et donc ça fait partie pour nous d'une condition d'embauche. Et quand le stage est fait dans un grand cabinet et que la personne n'a pas été prise, on pose la question pourquoi. Ça peut dépendre du niveau d'études, mais je sais que par exemple arrivé en Master 2, on demande aux stagiaires d'être... Enfin, on considère le stagiaire comme un collab, donc on attend de lui une certaine autonomie, on attend de lui qu'il prenne des initiatives, qu'il ne soit pas tout le temps à demander au collab ce qu'il faut faire, etc. Donc bien sûr, après s'il rencontre des difficultés, il vaut mieux qu'il aille voir le collab, qu'il lui pose des questions plutôt que de faire n'importe quoi. Mais on attend, voilà, ce que le stagiaire soit impliqué dans le stage et qu'il sache déjà, par exemple, rédiger un mémo, faire des recherches sur les bases juridiques. Enfin, je pense que ça, c'est les bases. Et c'est lorsqu'on fait des stages en 2e, 3e ou Master 1 qu'on apprend ça. Donc, plus tôt on fait des stages, mieux c'est, parce que non seulement ça permet de savoir comment on travaille réellement en avocat, ce que c'est de faire des recherches, de rédiger un mémo, d'envoyer un mail,
Parce que parfois, on va nous demander de préparer un mail, un projet de mail pour un client. Et c'est pareil, c'est être rigoureux, c'est faire attention à l'orthographe, à la syntaxe, tout ça, c'est très important pour un avocat. Savoir aussi manipuler les outils Word ou Excel, parce qu'on va nous demander voilà, un truc carré, il faut aller à la page, ou enfin tout genre de toutes ces choses qu'on peut ne pas voir à la fac, on les voit en fait en stage. Et ça c'est très important parce que ça nous permet donc, non seulement d'acquérir des connaissances par rapport à ça, mais aussi de savoir ce qu'on veut et ne veut pas faire en stage, enfin plus tard. Moi je sais que par exemple le stage en corporate, en conseil, ça m'a pas plu, enfin voilà, rédiger des PV, rédiger des statuts, ça me plaisait pas, j'avais besoin d'un peu plus de... que ça bouge un peu plus. Pour moi le droit c'était pas... Enfin j'avais pas cette vision du droit, j'ai plutôt une vision contentieuse du droit, donc c'est pour ça que je me suis orienté après à la suite de mon master 1 dans un cursus vraiment contentieux, et je pense que c'est extrêmement important de faire des stages. Même si c'est chez un petit avocat qui est tout seul, voilà, on apprend beaucoup plus que tout simplement passer ses étés en vacances, enfin voilà, ne pas faire de stage.